Je sais pas pour vous, mais de temps en temps, il m'arrive d'avoir un coup de foudre pour un livre. Pas parce que, pas parce que je l'ai lu. Bien avant que je le lis, je passe devant et je le vois. Simplement sa couverture, son titre, ça me semble si évocateur que je peux pas empêcher de le prendre dans mes mains et de le lire. Alors, bien évidemment, de lire sa quatrième de couverture pour savoir c'est quoi l'histoire. Et en lisant, je me rends compte que mon intuition était bonne, que j'aime bien, que en effet l'histoire m'attire. C'est quelque chose d'assez agréable quand ça arrive, parce qu'on a juste l'impression d'avoir fait une grande découverte pour un livre dont on ne nous a jamais parlé, et que peut-être que nous on pourra en parler à quelqu'un, mais avant tout, sûrement un livre qu'on aura peut-être apprécié grâce à ce coup de foudre. La dernière fois que ça m'est arrivé, ce genre de coup de foudre, c'est avec le livre dont on va vous parler aujourd'hui, La guerre du pavot. Mais tout d'abord, de quoi ça parle la guerre du pavot? Alors, avec le titre, certains d'entre vous vont peut-être s'en douter, ça s'inspire des guerres de l'opium. Je vais pas vous faire un long cours d'histoire parce que ce serait sacrément long en fait, mais disons que les guerres de l'opium ça a été une période de l'histoire de la Chine où celle-ci était pas vraiment à son meilleur. Entre les Occidentaux qui se disputaient le territoire, les chefs de guerre aussi, le pouvoir en place qui avait toutes les misères du monde, disons que c'était pas vraiment la stabilité. Et donc, l'histoire de la guerre du pavot s'inspire dans un royaume fictif, le Mikara. Et donc, le Mikara qui est un royaume séparé en plusieurs contrées, mais tout avec un nom d'un animal du zodiaque. Le coq, le dragon, le cochon, le cheval. Et donc, toutes les contrées se font la guerre, mais ils sont encore le même pays parce que face à eux, ils ont l'Empire du Mugen, donc les Japonais. Ouais, ils appellent ça le Mugen, mais ils viennent d'îles, ils ont des samouraïs. Euh, c'est clairement le Japon. Donc, pendant la première guerre du pavot, donc, il y a eu plusieurs orphelins. Et nous, on va suivre l'histoire de l'une de ces orphelines, Rin, qui, pour éviter un mariage arrangé par ses parents adoptifs qui voulaient s'en débarrasser tout simplement, va étudier dur pour pouvoir rejoindre l'académie de Singard. Singard, ça va être une académie militaire qui accepte littéralement n'importe qui, mais bon, principalement les fils de nobles et ceux qui ont de l'argent, surtout qu'elle c'est une paysanne, donc elle va se faire stigmatiser pour ça pendant à peu près toute l'histoire. Donc elle va étudier très dur pour pouvoir aller étudier à Singard. Mais elle va très vite apprendre justement à se débrouiller par elle-même parce que, bien évidemment, elle va y arriver, sinon il n'y aurait pas d'histoire et... il n'y aurait pas d'histoire en fait. Et là-bas, elle va apprendre à se forger un caractère et elle va surtout rencontrer un homme assez étrange, un professeur qui donne des cours à personne, qui enseigne une matière que ça intéresse personne, et surtout qui semble être complètement drogué. Qui se défend, que toutes les drogues qui existent, il y a un jardin avec ça. Et bien évidemment, elle va essayer d'éviter cet homme et elle va essayer de devenir une stratège réputée, surtout que Rin est une fille extrêmement intelligente. Mais avec tout ça, il y a cette histoire de Rin qui va justement apprendre à faire sa place, découvrir qui sont ses alliés, qui sont ses ennemis surtout. Et il va surtout y avoir l'ombre de Mugen qui se fait de plus en plus menaçante sur le Mikara. Donc c'est ça, la guerre du pavot, ça va être ainsi l'histoire d'une fille qui va justement apprendre à s'élever et qui va découvrir son fabuleux destin et ses origines. Je dois avouer que quand j'ai compris ça au début, j'étais pas très chaud. Parce que c'est pas vraiment nouveau. Je veux dire, on a tous déjà vu l'histoire de quelqu'un qui va toujours
sais, d'un jeune qui a été rejeté par tout le monde, que le destin, la vie a pas fait de cadeau, mais grâce à sa volonté, et grâce à sa volonté, et grâce à son intelligence, elle va devenir le héros. Pour moi, c'est un conte pour enfants, et c'est une histoire d'enfant vue 10 millions de fois, et sincèrement, c'est le genre d'histoire qui m'intéresse pas vraiment. Mais je dois avouer que la guerre du pavot s'est démarquée par plusieurs aspects qui font que ce scénario marche. Mais alors, je sais ce que vous vous dites. Si je trouvais l'histoire un peu cliché, pourquoi est-ce que je vous en parle? Après tout, il y a sûrement des livres que j'ai bien plus appréciés que celui-là. Eh ben, je vous en parle simplement parce que, oui, l'histoire au début me semblait hautement cliché et assez convenue. Mais, l'univers fonctionne. L'autrice s'est basée sur l'histoire, comme j'ai dit, de la guerre de l'opium. Et elle a adapté cette histoire pour se créer un univers fictif, donc le Mikara. Et elle l'a si bien adapté qu'on y croit. Sérieusement, elle n'a pas besoin de nous décrire à peu près. Alors oui, nous sommes dans un univers où il y a 12 contrées, le cochon, le cheval, et le cheval c'est la guerre, le cochon c'est les pauvres. C'est pas ça, je fais un exemple vite fait. Non, 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 elle n'a pas besoin de tout nous décrire. Simplement, la manière dont les personnages se parlent, on arrive à comprendre comment chaque contrée voit les autres. Pourquoi, par exemple, le cheval déteste le coq? Parce que le cheval, c'est plus des guerriers, et le coq, c'est des paysans. Bref, on arrive à... on y croit à cet univers. On comprend qu'il y a une impératrice, et on comprend que cette impératrice a le pouvoir sur tout, mais qu'elle a le pouvoir sur rien à cause des chefs de guerre. Et on comprend surtout que Mugen est haï. On voit les conséquences de la guerre du pavot parce que, tout comme dans la réalité, il n'y a pas eu une, mais plusieurs guerres de l'opium. Eh bien, dans le livre, il y a plusieurs guerres du pavot. Et donc, la Chine, lapsus révélateur, on va dire, et donc, le Mikara haït Mugen. Donc, Mugen, qui est les Japonais. Oui, en fait, c'est assez évident quand tu vois que les Mugen viennent sur une île en forme de croissant de lune, qu'il y a des samouraïs, qu'ils se battent jusqu'à la mort. Bref, c'est le Japon. Si tu connais un peu le Japon, tu vois clairement que c'est le Japon. Donc, cet univers cohérent, j'ai réussi à l'adorer. Je voulais le découvrir et surtout, je voulais voir comment le personnage allait évoluer dans cet univers assez hiérarchisé d'ailleurs. Parce que comme je dis, il y a une impératrice et des chefs de guerre, mais de plusieurs familles nobles. Et Rin n'est qu'une paysanne. Quelqu'un qui n'a aucun avenir. Encore pire, c'est pas une paysanne, c'est une orpheline de guerre. Donc, elle a littéralement autant de valeur qu'un cochon vendu au marché. D'ailleurs, c'est comme ça que l'histoire commence. Elle va se faire vendre à un vieux pour être une bonne femme. Ouais, son destin était pas glorieux. On comprend pourquoi est-ce qu'elle a préféré intégrer Singard. Mais justement, parlons de ce personnage Rin. Ça doit être l'élément qui rend l'histoire autant intéressante. Rin est un personnage attachant. On adore... en fait, on l'adore ce personnage-là. Il est attachant. Elle a son petit frère qu'elle adore. Et ses proches, ben, ses vrais proches, pas ses deux parents qui sont des très mauvaises personnes pour rester poli. Eh bien, son professeur, son petit frère, on voit tout l'amour qu'elle leur porte et tout le respect qu'elle leur porte aussi. Mais c'est aussi un personnage qui a en effet de la volonté. Mais pas de la volonté comme j'aurais imaginé. En fait, tu sais, dans les histoires classiques, c'est j'étudie fort, ce qui fait que je vais devenir plus intelligente et je vais devenir la meilleure étudiante de toute la catégorie pour montrer que je suis meilleure que ces fils de nobles. Oui, c'est un peu ça. Mais tu le vois qu'elle galère, qu'elle galère fort,
qu'elle doit étudier à des moments pas possibles où justement elle croit qu'elle va aborder souvent. Elle se retrouve avec des cicatrices sur les bras parce qu'elle se brûle avec de la bougie chaude, ouais, de la cire fondue chaude, uniquement pour rester réveillée et étudier encore plus longtemps parce qu'elle doit étudier genre plusieurs années d'école en 2 mois. Donc, elle a un caractère bien trempé, elle a une douceur envers ses proches et un caractère pour accomplir ce qu'elle veut. Et pourtant, l'histoire ne lui fait pas de cadeau parce que, encore une fois, c'est une orpheline de guerre et une paysanne. Elle n'a, genre, on n'a pas à l'apprécier, personne ne va réellement l'apprécier parce qu'elle aura bien beau être la plus compétente, elle aura bien beau être la meilleure à l'école, la meilleure guerrière, la meilleure stratège, elle n'aura que des bases d'origine. Bref, voilà pourquoi j'apprécie le personnage, parce que elle a de la volonté et elle s'en sort grâce à cette volonté et pas seulement parce que le scénario le voulut. Alors oui, bien évidemment le scénario le voulut, mais t'as pas l'impression qu'elle a réussi simplement parce qu'elle est douée, qu'elle est super intelligente. Ce n'est pas Amos d'Aragon pour ceux qui ont lu le livre et qui voient de quoi je parle. Un autre aspect que je dois avouer qui est assez intéressant, ça va être les adjuvants et les antagonistes. Alors, pour ceux qui savent pas trop, un adjuvant ça va être les alliés et antagoniste ça va être l'ennemi. C'est juste que un point de vue un peu moins manichéen, on va dire. Eh bien, les personnages n'arrêtent pas dans leur case. Si un personnage est par exemple, à Singard, elle va rencontrer Jiang. Jiang, un fils de noble et aussi une mauvaise personne, on va dire, qui va essayer de pourrir sa vie. Bref, qui va pourrir sa vie à l'école, qui va devenir un bon étudiant, un petit chouchou, puis tu sais, il va toujours bref, il va toujours la martyriser. On le déteste. Il est cruel et on le déteste. Pourtant, à un moment dans l'histoire, on est heureux de le revoir et on l'adore. En quelques pages, l'autrice a réussi à rendre ce personnage méprisable, attachant. Alors, j'ignore complètement comment elle a réussi, mais elle a réussi à le rendre attachant. À un point où même t'espérerais presque que les deux continuent que Rin et Jiang continuent de se voir après, parce que une vraie amitié se lie, et c'est pas une amitié genre du genre ah nous étions enfants, laissons passer derrière nous. Non non, c'est une amitié. Oui effectivement nous étions enfants, mais j'éprouve du respect pour ce que tu as fait et je me suis rendu compte que moi je donne mes erreurs moi-même. Il y a aussi que les alliés de Rin sont des personnages intéressants. Ce sont des personnages qui semblent complètement décalés, qui semblent être un peu comme Rin, mais qui ont surtout leur histoire, qui ont leur passé, et qui ont beaucoup de choses à apprendre, notamment son futur maître, qui est un homme qui a l'air complètement à l'ouest, qui n'a rien à faire à Singard, les professeurs se moquent de lui, les étudiants se moquent de lui. Voilà, c'est juste, si ça peut arriver quelqu'un, bah tant mieux. Tout le monde se moque de ce professeur-là. Il passe son temps à sentir la drogue, l'opium, le pavot, bref, il sent... il en fait même pousser. Il enseigne une matière, le savoir traditionnel qui n'intéresse personne et qui a jamais personne à ses cours. Et pourtant, Rin va finir par s'attacher à ce personnage-là qui va lui en apprendre beaucoup. Et je dirais que, je vous en parlerai plus tard, c'est ce moment-là qui malheureusement me déçut beaucoup plus dans le livre. Rebonjour et bienvenue à plus tard. Alors, pour vous je sais, c'est genre peut-être 30 secondes, mais pour moi c'est quand même plus tard. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'est à ce moment-là que l'histoire m'a quand même beaucoup déçu? C'est parce que il apparaît la magie. Alors, la quatrième couverture le disait, il y a de la magie dans le livre, mais tout au long de l'histoire, on s'attend pas à ce qu'il y en ait. Il y a personne qui en parle, il y a personne
Il n'y a aucun indice qu'il peut en avoir et sincèrement, ce serait bizarre qu'il y en ait. Mais quand ça arrive, c'est comme un cheveu sur la soupe. T'as l'impression que le gars qui en parle est fou. Alors, c'est pas ce moment-là vraiment en fait. C'est pas quand t'as l'impression qu'il est fou, c'est justement drôle que, intéressant que comme il en parle, eh bien, ça soit développé comme quelque chose de vraiment spirituel et tout. Mais vient un moment dans l'histoire où la magie est omniprésente. Et que là, tu y crois plus. C'est beaucoup trop présent pour que je... C'est pas comme dans Game of Thrones où il arrive des choses bizarres où on n'est pas sûr que si c'est réellement de la magie ou... En fait, je comprends pas trop si c'est de la magie ou autre chose encore. Non, non, non. Là, t'as clairement de la magie. C'est clairement là. Ça prend le pas sur toute l'histoire. Ça a un rapport avec tout un lien avec ça. Et justement, avec toute l'affection que j'avais pour Rin et sa volonté, je trouve ça dommage que tu lui donnes un pouvoir aussi puissant. Ben, que tu la rendes aussi puissante, tout simplement. J'ai trouvé ça... Ça me sortit un peu de l'histoire, puis... En fait, il y a toute cette histoire avec la magie, surtout avec Spire et la drogue, en fait. Spire, c'est une île au sud... J'ai pas trouvé, en fait, si ça représentait quoi dans la réalité, mais Spire, c'est une île avec des guerriers extraordinaires qui avaient à peu près au sud du pays. Et que, bah, ils ont à peu près tout été exterminés. Donc t'as toute une intrigue avec ça, et ça prend le pas sur beaucoup. Tout ce que Rin a accompli, j'ai eu l'impression que ça a été un peu balayé pendant un moment par le fait que... Ouais, non, 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 ça sert à rien que tu fasses... J'ai eu vraiment l'impression que le livre disait... Ouais, non, ça a servi à rien ce que t'as fait. T'as eu un bon développement de caractère, mais... Voilà, t'es l'élu. Voilà, t'es l'élu, t'avais aucune chance de toute façon, mais au moins tu le sais que t'es l'élu. Et c'est ça qui me sortit le plus dans l'histoire. Parce que... Voilà, je veux dire, j'aurais aimé suivre l'histoire de Rin qui vraiment s'en sort par la force de sa volonté, qui devient important et qui doit affronter ses problèmes comme n'importe quel être humain. Je veux dire... Oui, c'est un univers fictif, mais ça aurait été le fun que justement... Que oui, peut-être qu'il y ait de la magie puis qu'elle comprenne pas trop ce qui se passe, mais qu'au moins ce soit pas aussi important et que ça sert pas... Ben, ce soit pas autant passe-partout. Parce que, ben, il y a des moments où elle résout vraiment ses problèmes à grands coups de magie. Et... C'est dommage. J'ai aussi trouvé que par moments, c'était un petit peu cliché les révélations. Donc, je sais que ben, R.F. Kuang, donc Rebecca F. Kuang, l'autrice, je m'excuse de ne pas l'avoir présenté plus tôt. Je sais que c'était son premier livre. Donc, j'ai trouvé ça génial comme première écriture, mais c'est peut-être une maladresse d'écriture. Il y a aussi un autre problème que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé que, alors qu'elle avait, elle avait écrit des personnages si bien développés, eh bien, je sais pas à quel point... Je sais que le Japon a été vraiment horrible pendant les guerres contre la Chine. Mais, à ce point, j'ai trouvé Mugen extrêmement manichéen. Alors pour ceux qui ne savent pas manichéen, c'est tout est noir, tout est noir ou blanc, c'est-à-dire tu es gentil ou tu es méchant. Mais j'ai trouvé quand même que Mugen était méchant, vraiment. Beaucoup de moments où il perpétue des massacres et qu'il n'y a aucun des soldats qui doute de ce qu'ils font. Tout le monde est cruel, tout le monde est content d'être cruel. Et on se dit de toute façon, on est les plus forts, nous on va vous écraser, on est surpuissants et... Vous n'êtes que des barbares et de toute façon, haha, on est si fort, si puissant, on est... Je m'excuse si c'est réellement ce qui s'est passé puis que le Japon était réellement aussi manichéen, mais moi ça m'a un peu sorti de l'histoire. On te montre Mugen comme étant l'ennemi et on te le montre comme étant des êtres cruels et sans pitié. Mais je m'attendais pas, avec la manière dont, encore une fois, l'autrice développe ses personnages, je me serais pas attendu à ce que... Ben, il soit autant cruel. J'aurais imaginé que cette image n'était que de la propagande, alors que non, ce n'était pas de la propagande. Mugen sont réellement un peuple de très méchantes personnes. Ouais, j'essaie d'éviter des grosses insultes sur YouTube. On va... très méchantes personnes. Donc, voilà. Je dirais que si vous n'êtes pas fan de magie, ça se pourrait que le livre vous plaise moins. Mais si vous êtes fan d'histoire par contre, jetez-vous dessus.
D'ailleurs, je pense que ce serait peut-être le moment pour une petite synthèse. Alors, au final, qu'est-ce que je dirais de ce livre? J'ai eu raison. J'ai eu raison d'avoir un coup de foudre pour ce livre. Ce fut une histoire qui me marquait, une histoire que je n'avais jamais entendu parler. J'ai plein de fans de fantasy ou de science-fiction qui viennent des fois à la job et personne ne m'avait jamais fait la remarque, personne ne m'en a jamais parlé. Et pourtant, j'ai adoré le livre. Je l'ai dévoré. Je suis presque surpris qu'il n'y ait pas des marques dedans dessus d'ailleurs. Je l'ai dévoré. L'écriture de Rebecca F. Kuang sont... elle se lit bien, mais pas bien parce que c'est une écriture simple, simplement que c'est une écriture douce. Oui, ça va être surtout, je pense que peut-être les amoureux de la littérature vont comprendre, mais il y a certains de ces livres que on lit, on n'a pas de misère, on lit et ça coule tout seul. Bref, de base, son écriture, ça permet de passer à travers la brique, parce que c'est quand même une bonne brique, on s'entend. Ensuite, l'écriture des personnages. Comme j'ai dit au début, je trouvais ça cliché, mais vraiment, j'ai trouvé ça génial. En fait, génial que chaque personnage a une personnalité, chaque personnage n'est pas qu'une fonction, et on sait pas qui faire confiance, on sait pas qui apprécier. Même Rin, on sait pas tout le temps à quoi s'attendre, mais on s'attache à eux. On les trouve géniaux, on aime certains, même si ils sont détestables au début. Et ça, c'est une grande qualité pour une autrice comme ça, de pouvoir créer des personnages aussi vivants. Un autre truc qui me surpris aussi, c'est l'horreur en fait. J'en ai pas parlé pendant ma vidéo, mais l'horreur montre la cruauté de la guerre. Il y a vraiment des moments où on voit les jeunes rêveurs, et il y a des moments où on lit puis on est juste... Ouch! Que on trouve... On s'y attendait pas. Un peu comme la première... Je dirais un peu comme dans la Première Guerre mondiale, quand les soldats étaient fiers d'aller au combat et qu'après un moment, ils reviennent traumatisés parce que ben, c'était pas si le fun que ça, aller au combat finalement. Et ben, on ressent cette sensation. Cette sensation que l'univers... que leur univers se détruit par la guerre et qu'il faut se battre, pas simplement... C'est une guerre horrible, c'est une guerre sale, avec des coups bas, avec de la mort, avec des génocides. C'est la guerre. Bref, je recommande ce livre-là pour tous les amoureux de la littérature fantastique, ben, plus fantaisiste. Mais si vous êtes fan un peu de littérature historique, genre si vous aimez Ken Follett ou Ken Follett ou Ken Follett, parce que j'adore Ken Follett, eh bien, je vous recommande quand même le livre. Parce que c'est quand même une belle description de la guerre du pavot et... Lapsus, c'est une belle description de la guerre de l'opium, de l'histoire de la Chine. On comprend un peu, on comprend les enjeux et on comprend tout ce qui s'est passé, même si ça se passe pas en Chine. Parce que ça y ressemble fortement. Et aussi que le livre, et finalement je recommande le livre aussi parce que, ben... Moi ça m'a pas plu parce que j'aurais aimé que l'histoire se termine là. Mais ça pourrait être intéressant aussi. Et l'autrice a prévu une suite parce que l'histoire est une fin ouverte. Donc si vous voulez une excellente série qui vous tiendra en haleine pendant un long moment, qui vous fera rencontrer des personnages attachants dans un univers intéressant et vraiment fascinant, eh bien je vous recommande énormément la guerre du pavot de Rebecca F. Kuang. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.